Bonjour les amis, bon, on est à quelques heures de passer entre Trinidad et Tobago. On a bien navigué, le vent était assez fort cette nuit, ceux qui ont lu les petits posts sur le blog de Predictwind le savent déjà. On a eu du vent jusqu'à 20-21 nœuds ce matin, ce qui nous fait avancer parfois à 9, 10, 11 nœuds, c'est pas mal. Il nous reste à peu près un jour de navigation avant d'arriver à Grenade. Le jour de navigation qui vient, donc les 24 heures en gros, un peu plus, un peu moins, ça va être un peu compliqué, je vous explique en vous montrant sur les cartes. Sur celle-là d'abord. Sur celle-là d'abord, voilà, nous sommes ici. Là, Trinidad, là, Tobago, ici Grenade. Je vous montre un petit peu la situation. Hein, Amérique du Sud, les Caraïbes, Cuba, Porto Rico, voilà. Et nous on va ici. Bien. L'idée c'est de passer entre Trinidad et Tobago plutôt que de contourner. Là on aura beaucoup plus de vent et il faudra revenir. Le vent vient actuellement à peu près de l'est, pas tout à fait. On est sous grand voile et généqueur, vous le voyez peut-être par la fenêtre à travers, on ne sait jamais. Hein. Voilà, on est toujours sous grand voile et généqueur et on est à l'angle de vent maximal du généqueur. On est à 150 degrés du vent, donc on fait route au cap 300 à peu près. On est à 150 degrés du vent, on ne peut pas aller plus, c'est-à-dire si on regarde cette carte là, voilà, le vent vient de là, nous on va comme ça. On ne peut pas aller plus pour être sûr de passer entre les deux îles. Sinon, on va se retrouver avec 160-170 degrés du vent, c'est-à-dire presque vent arrière. Et ces deux voiles, la grand voile et le généqueur, ne permettent pas de le faire. Soit on vire le généqueur, on descend la grand voile, on réinstalle le SPI et on fait nos 8 ou 9 heures de traversée directe entre les deux îles sous SPI. Puis, une fois qu'on aura contourné, on se remet sur l'autre carte. Une fois qu'on aura contourné, comme on remonte un petit peu plus au nord-ouest, on réenvoie le généqueur et la grand voile pour aller à Grenade. Donc deux changements de voile. C'est tout à fait faisable, hein. Il y a assez de temps de traversée pour le justifier. C'est pas très compliqué, il fait beau. Bon, il fait jour surtout. Autre possibilité, on revient sur cette carte-là. Autre possibilité, on reste comme on est. Voilà, on va à 8-9 nœuds actuellement avec un vent de 18-20 nœuds, c'est pas mal. On reste comme ça jusque, on va dire quelque part par là. Ensuite, on empanne, c'est-à-dire que par rapport au vent qui est comme ça, au lieu d'aller comme ça, on va aller comme ça. On va se rediriger vers la côte du Venezuela pendant 2-3 heures, histoire de se décaler de ce point-là à ce point-là. Et une fois qu'on sera là, on reprendra, on réempannera, on remettra les voiles à bâbord et on reprendra le cap sur notre point tournant ici, qui nous permettra de continuer après directement avec les mêmes voiles sur Grenade. C'est probablement l'option qu'on va prendre, ça va nous rallonger de 2-3 heures. Et c'est là la deuxième question cruciale, c'est que actuellement avec le vent qu'il y a de fortes chances qu'on arrive à Grenade dans la nuit. Et arriver dans la nuit, moi ça m'emballe pas. S'installer en marina de nuit, c'est pas top. S'installer au mouillage de nuit, sachant que on est quand même dans les Caraïbes, il y a potentiellement beaucoup de bateaux, c'est pas top. Je préférerais arriver de jour, quitte à ce que ce soit le petit jour. Le soleil se lève à 6h08 actuellement, on est sous les tropiques, hein. Il se couche à 18h. Donc arriver de jour, ça m'arrangerait, quitte à passer une nouvelle nuit en mer complète. Donc nous rallonger de 2-3 heures tout à l'heure, c'est pas une mauvaise option pour nous, parce que c'est toujours ça de temps, bizarrement de temps de gagner. Moi qui cherche à aller plus vite depuis des jours et des jours, là on va ralentir, mais ça sera plus facile pour nous. L'autre question, si on se reporte sur cette carte là, voilà ce petit point là, si on fait route directe, ce petit point là, on y sera, voilà, il nous faut 6 ou 7 heures pour y arriver. Il est actuellement 10 heures du matin, heure locale.
on arrivera entre les deux îles vers entre 16 et 18 heures. Si on en panne, il n'y a pas de problème, on passera entre les deux îles de nuit, c'est pas gênant. Si on n'en panne pas, il y a un récif ici, il y a des stations pétrolifères, des stations en mer quelque part par là. C'est mieux si on fait ce tronçon-là 2 jours. Donc l'option que j'ai prise, c'est on continue tout droit, on en panne et on va à Grenade. On avait une autre possibilité, je l'ai dit, c'était de mettre le SPI. Et de mettre le SPI, c'est de faire route directe ici, puis de rechanger de voile. La troisième possibilité qu'on ne fait pas, c'est ici, empanner maintenant, donc descendre ici. Une fois que donc pendant 2-3 heures, hein, pas plus. Une fois que c'est fait, retirer tout droit, direct jusqu'à Grenade. Le problème, c'est que ça nous fait passer ici, à travers les champs pétrolifères de Trinidad. Ils sont éloignés, hein, il y a de la place entre les plateformes. Mais moi, ça ne me branche pas de passer là de nuit. Et après, c'est un endroit où tous les cargos qui montent et qui descendent passent entre les deux îles. Tous les cargos qui viennent du Mexique, du golfe du Mexique et des Caraïbes et qui descendent sur le Brésil, passent tous par là. Voilà, si on peut faire ça 2 jours, ça sera quand même plus confortable. Voilà un petit peu le résumé de la situation. Dernière chose, voilà, c'est ce que je vous disais, ici on a 2 cargos à côté de nous. Ils sont à moins de 10 nautiques de nous, moins de 15 km en gros, hein, et ils remontent tous les deux direct entre Trinidad et Tobago. Quand on aura fait notre empannage là, qu'on descendra sur le sud-ouest, il faudra faire attention puisqu'on va croiser potentiellement la route de bateaux qui remontent comme ça ou qui descendent. Donc il faudra être un petit peu vigilant. Et après ça ira très bien. Voilà, c'est tout pour le moment. Un petit complément sur la vidéo que vous venez de voir, sur les 2 cartes que je vous ai montrées. Vous avez peut-être remarqué quelque chose, je vous l'explique en vous les refaisant voir. Sur cette carte-là, c'est l'application Boating Navionics sur l'iPad. C'est une carte que j'ai achetée, une carte marine, une vraie, hein. Si on zoome, on a tous les détails. Voilà, donc tout ça c'est très complet. C'est une vraie carte marine actualisée, mise à jour à chaque fois que j'ai une connexion internet. Cette carte là, vous l'avez remarqué, elle est orientée comme toutes les cartes, le nord en haut. C'est classique. Sur le traceur, ici, la carte est orientée, je dézoome, c'est la même, hein, c'est Navionics aussi. La carte est orientée avec le cap que nous suivons en haut. C'est la ligne bleue qui est ici, qui arrive là. La ligne rouge, vous la voyez pas bien parce que c'est à peu près la même, elle oscille. Elle, c'est la route que nous suivons, c'est-à-dire que selon les vagues, selon le courant, selon voilà, on peut très bien avoir les étraves du bateau orientées face à moi, mais en fait le bateau qui se déplace, qui navigue en crabe, un petit peu. Ça, c'est la route que nous suivons, c'est elle qu'il faut prendre en compte. Et actuellement, la route que nous suivons, elle nous fait passer au milieu de Tobago, ce qui ne m'arrange pas du tout. Ici en rouge, c'est la route programmée, celle qu'on essaye de suivre au niveau de la navigation. Voilà, les 2 cartes sont orientées différemment. C'est beaucoup plus facile en navigation d'être orienté avec le cap en haut. Pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir sans réfléchir. Tiens, ici, on a 2 bateaux qui sont sur une même route que nous, ils vont passer entre Trinidad et Tobago, ils sont à notre gauche, à bâbord. Si on tourne la tête là-bas, s'ils étaient proches, on pourrait les voir. Quand la carte est comme ça, je pourrais presque les avoir sur l'application, je ne l'ai pas programmé pour ça, mais il faudrait aller les chercher. Ici, les bateaux, c'est moins intuitif. Là, je gagne la possibilité d'avoir des mesures de distance, que je n'ai pas ici. Voilà l'explication pourquoi mes 2 cartes sont chacune orientées de façon différente et c'est très complémentaire. Bon, tant que j'y suis, je vous fais un petit point extérieur sur les conditions de navigation du moment. C'est sympa. Alors comme je l'ai dit, on est toujours sous Généqueur et grand voile avec un riz. Elle n'est pas tout à fait déployée, il en reste un petit bout, quelques mètres carrés qu'on pourrait déployer, mais c'est un bon compromis. Ça laisse passer un peu plus de vent dans le Généqueur qui prend un peu mieux le vent. Au niveau de l'océan,
Ça moutonne un petit peu. On a, je vous l'ai dit, entre 16 et 20 nœuds de vent, rarement plus. On est sur du force 5. Donc le bateau avance bien, entre 8 et 10 nœuds, 11 nœuds parfois. Ça bouge, mais c'est pas violent. D'ailleurs, là, la caméra stabilise l'horizon. Donc vous voyez peut-être un petit amas qui gigote, mais c'est assez stable en fait. Quand on est sur le bateau, c'est plus impressionnant, mais en vrai, ça bouge très peu. Et derrière, comme d'habitude, on a notre sillage qui est bien marqué. Ça trace le fait que le bateau avance vite. Et vous connaissez maintenant le principe. Parfois, on a des vagues qui viennent passer, s'engouffrer sous le bateau. Donc là, en ce moment, c'est assez tranquille. Mais de temps en temps, on en a une comme celle-là qui sont un peu plus grosses et qui s'engouffrent entre les coques. Alors ça éclabousse l'annexe, là, comme ça vient de le faire. Et si ça s'engouffre vraiment entre les coques, c'était le cas cette nuit parfois, ça peut faire un bruit impressionnant puisque il y a une place limitée entre les coques. Il faut que l'eau passe puisqu'elle est plus puissante, elle ne va pas s'écraser ou se tasser, donc ça soulève Tiama en entier. C'est assez impressionnant. On a toujours plein de sargasses, ça se voit pas trop sur la caméra mais moi je le vois. Donc pas question de pêcher, je vais pouvoir rentrer les cannes parce qu'elles serviront plus avant un petit moment. Voilà nos conditions de navigation. Franchement, il y a pire. On n'a pas à se plaindre, c'est assez agréable. Ça avance bien, ça avance vite, mais pas trop pour nous. C'est vraiment sympa. J'ai passé la caméra en grand champ pour que vous voyez un peu plus le Genneker. Voilà le problème qu'on a. C'est une voile de portant, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour naviguer avec le vent qui vient plutôt de l'arrière du bateau. Un Genneker de descente, ça s'appelle. Il y en a sous ce nom de voile, Genneker, il y en a de plein de façons, plein de sortes. Celui-là, c'est un Genneker de descente. Il est conçu pour travailler entre 130 et 150 degrés du vent. Sa plage d'utilisation en angle de vent, elle est extrêmement limitée. Je vous explique ce que c'est 20 degrés entre 130 et 150. 20 degrés, c'est la distance en degrés entre mon petit doigt et mon pouce. C'est ça 20 degrés. C'est-à-dire que notre choix d'orientation d'angle au vent, en réalité, est très très faible avec une voile comme ça. Notre grand voile, elle peut aller, hop là je m'assieds, notre grand voile ici, elle ne peut aller que jusqu'à 160 degrés du vent. Pourquoi? Son chariot, il pourrait aller plus loin. On pourrait relâcher les coudes de grand voile comme sur un monocoque pour la déborder quasiment jusqu'ici. Le problème, c'est que dans ces cas-là, j'ai déjà essayé, hein, les lattes s'appuient non pas sur la barre de flèche, mais s'appuient sur les galopants ici, ce qui tient le mât droit. Et c'est des coups à péter les lattes s'il y a une survente, et c'est très rapide. S'il y a une survente également et qu'on veut vriller la voile pour laisser le vent s'échapper en haut, on ne peut pas parce qu'elle est tout de suite en appui sur les galopants. C'est pour ça que ce catamaran est extrêmement limité en termes d'angle au vent au portant. Il ne peut pas aller de lui-même à plus que 150-160 degrés du vent, sauf à utiliser le grand spi asymétrique à la place de ça. Donc le grand spi, il est plus grand et il vient quelque part jusqu'ici. C'est beaucoup plus grand, c'est tout aussi exigeant en termes de voile, mais ça peut remonter un peu plus au vent jusqu'à 110-120 degrés et ça peut descendre jusqu'à 170, donc c'est beaucoup plus polyvalent que celui-là. C'est plus exigeant en termes de réglage et il n'en demeure pas moins qu'une bonne partie du temps, ça va s'utiliser comme notre spi symétrique sans grand voile. Donc Tiama, sa voile de prédilection, c'est celle qu'on a utilisée pendant la traversée, c'est le spi qui va devant là-bas. C'est la voile qu'on aurait dû mettre là maintenant pour remonter jusqu'à Tobago parce que c'est plus facile, on est dans le sens du vent, on est dans le sens de la houle, c'est plus confortable, ça tire le bateau par les étraves, ça va un tout petit peu moins vite, c'est avantageux pour nous. Autant d'ici 1 heure ou 2 ça va nous prendre, on va virer ça et on va repasser sous spi. Mais comme on devra remettre le Genneker, il faudrait le remettre la nuit. Ça m'emballe pas de réétablir une voile la nuit et de redescendre le spi dans la soute de nuit. Donc pour le moment on laisse comme ça. Mais vous voyez, voilà, c'est pour ça que je suis passé en grand champ. C'est que
Avec la houle, les mouvements du bateau nous font passer de 145 à 155 degrés du vent. Et quand Incidence dit que la limite d'utilisation de cette voile c'est 150, ça rigole pas. J'ai essayé tout à l'heure de demander 153, histoire de grappiller un petit peu quelques degrés vers le passage entre les deux îles. Et 153, voilà, le Genax dévente, enfin la grand voile dévente un peu plus le Geneker qui n'est plus portant. Ça ne doit pas l'abîmer, mais c'est plus performant du tout. Déjà là, il n'est pas bien réglé et il n'y a pas de bon réglage à cet angle-là, parce que la grand voile perturbe trop le flux. Bref, c'est pas quelque chose... le Geneker qu'on avait sur Jasma, sur notre monocoque, était beaucoup plus polyvalent. Et la grand voile aidait un petit peu plus, puisque bah, c'était conçu différemment. Voilà, je voulais vous parler de tout ça. Vous en savez presque autant que moi maintenant. Tous les conseils sont bons à prendre. Pour les copains marins ou ceux qui verraient la vidéo et qui auraient des conseils déjà expérimentés sur un catamaran avec ce type de voile, n'hésitez pas à me les donner. Je suis preneur de tout. Vous le savez, on est quand même assez débutant en termes de voile, même si on a un grand bateau et des grandes voiles. C'est ça l'inconscience de la jeunesse. Un petit complément sur cette histoire de 20 degrés dont je viens de vous parler. 20 degrés de plage d'utilisation idéale pour notre voile, pour le Geneker. 20 degrés, je viens de vous le dire, c'est un empan à bout de bras. Vous pouvez faire le test chez vous. Vous tendez le bras, vous tendez la main comme je l'ai fait tout à l'heure, du petit doigt au pouce, vous prenez un repère et puis vous faites un demi-tour comme ça et vous verrez que vous aurez fait 19 fois le trajet quand vous aurez fait la moitié de votre horizon. 20 degrés, c'est pas beaucoup, mais quand on navigue à la voile, c'est deux choses, trois en fait, qui nous arrivent assez souvent. La première, c'est assez facilement l'angle dont varie le vent quand on est dans une traversée comme celle-ci. Là, en ce moment, on a un vent qui vient du 81, donc presque de l'est, et qui varie en une heure, qui varie du 73 au 98. Vous voyez, ça fait plus de 20 degrés. Alors en soi, sur des jours de traversée, c'est pas grave. Ça veut dire que le bateau, lui, qui est calé sur un angle par rapport au vent, le bateau va osciller tranquillou sur une direction moyenne qui, elle, est très stable sur plusieurs heures. Il n'en demeure pas moins que quand on est à proximité de son point d'arrivée, là, comme aujourd'hui on n'est pas loin de Tobago, quand on voit que la route que l'on suit réellement oscille en une heure de 20 ou 30 degrés parce que le vent a tourné en une heure, ça peut nous faire changer de choix de route, de choix de voile, de choix d'heure d'arrivée et de beaucoup de choses. Bon, ça, on apprend à le gérer. Mais 20 degrés, c'est un autre point qui est plus compliqué pour nous. Pour nous, ici sur Tiama, en tant que marin peu expérimenté, somme toute. 20 degrés, c'est la plage d'utilisation du Geneker. Mais c'est aussi l'angle que la houle fait prendre à Tiama. Elle le fait dévier facilement de 20, parfois 30 degrés, quand une vague est un peu plus grosse qu'une autre et qu'elle nous prend sur l'arrière, en ce moment l'arrière tribord, dans le sens du vent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on a mis la voile, on a essayé de la régler correctement. Je parle du Geneker, mais c'est aussi valable pour la grande voile. C'est bien réglé, le temps est tranquille, la houle se lève ou la houle s'est levée et on n'en a pas tenu compte. Qu'est-ce qui va se passer? Le bateau va lui aussi osciller simplement par le mouvement de la houle. Et parfois il va être à la plage inférieure d'utilisation d'une voile, parfois il va être à la plage supérieure, voire il va les dépasser. Ça veut dire que de temps en temps, la voile va être totalement déventée parce qu'elle aura un angle trop petit. Parfois elle sera surventée, voire à nouveau déventée parce qu'elle aura un angle trop grand. Et on ne peut pas passer son temps à régler les voiles. Donc moi qui n'ai pas pris de cours en école de voile, j'ai beaucoup lu, mais je règle mes voiles de façon relativement empirique. Finalement, les régler de façon extrêmement précise, il faudrait les régler en permanence, et c'est pas ce que l'on souhaite sur une traversée comme une transat. Mais quand il y a de la houle, il faut bien le savoir, quand on a des voiles sur une plage d'utilisation aussi sensible qu'un Geneker comme nous avons,
c'est jamais optimal comme réglage. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir soit un génois, c'est une grande voile d'avant qui est faite pour une grande plage d'utilisation et qui absorbe tout et qui supporte beaucoup de variations, et même si les réglages ne sont pas optimum, elle va fonctionner. Soit, quand on est au portant, le grand SPI asymétrique proposé par Incidence et Outremer, puisque lui, il a une plage d'utilisation beaucoup plus vaste, de probablement 110 degrés jusqu'à 170. Il faut le régler, cela dit, donc on est toujours à plus ou moins 20 degrés de mauvais réglage, mais sa plage d'utilisation étant plus vaste, il est beaucoup plus rarement pris en défaut que le Gennaker. C'est un problème sur Tiama, les plages d'utilisation de nos voiles sont assez courtes. Celle qui est la plus polyvalente finalement, c'est le SPI symétrique. Il va de 150 à 180, mais quand on fait route quasiment vent arrière, on a 60 degrés au total de marge de manœuvre. La houle peut nous déporter, on s'en fiche, le vent peut tourner, on s'en fiche, c'est beaucoup plus polyvalent. Mais 20 degrés, c'est pas grand chose, hein, je vous l'ai dit, c'est une largeur de main, mais quand la houle nous fait dévier de plus que ça, nos voiles ne fonctionnent plus. J'ai pas de solution miracle là-dessus. Si certains sont porteurs de conseils, encore une fois, n'hésitez pas à m'en parler. Un autre petit complément sur la vidéo de tout à l'heure où je vous ai montré la route qu'on va essayer de suivre entre là où nous sommes actuellement et Grenade, donc essayer de passer entre Trinidad et Tobago. Je vous fais avoir une autre question qui se pose et pourquoi la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Bon, j'ai préparé ma petite carte ici sur l'iPad, j'aurais pu le faire sur le traceur, mais l'iPad est plus polyvalent pour ça. Nous sommes sur le point rouge, on a un petit peu avancé depuis tout à l'heure, et actuellement, le vent vient de plein est. Donc, on est le nord en haut, plein est, c'est comme ça. Par conséquent, comme nous sommes calés par rapport à un angle au vent, actuellement, nous faisons route vers l'extrémité est de Tobago. C'est pas du tout là où on veut aller, moi j'aimerais bien passer ici. Pourquoi ne pas choisir la solution de facilité, fermer un petit peu l'angle au vent, puisque actuellement on est à 150, si on passait à 140, voire 130 degrés du vent, on arriverait quelque part par là, ça serait top, et à partir de là, route directe sur Grenade. On oublie le fait qu'il peut y avoir un peu plus de vent ici, c'est pas le propos. Qu'est-ce qui se passerait en arrivant ici? J'ai mis un petit point ici pour avoir un ordre d'idée de ce qui se passerait pour aller à Grenade. La direction à suivre, ça serait 113 degrés. Je vous l'ai dit, le vent actuellement, il vient du 90, c'est-à-dire qu'on serait quasiment vent arrière. Et quasiment vent arrière, il faudrait repasser sous SPI. Le problème, c'est qu'on arriverait là de nuit, descendre le Gennaker, le ranger et gréer le SPI de nuit, ça m'emballe pas, ça serait une bonne solution, mais c'est ce que je cherche à éviter, le changement de voile de nuit. C'est pour ça que je préférerais malgré tout passer ici. L'option changement de voile, encore une fois, en passant à l'est de Tobago, est une bonne option. Elle est facile à faire, il y a juste une voile à changer une seule fois dans le trajet et on fait la moitié du trajet sous SPI, c'est-à-dire sous une voile tolérante, facile à utiliser et très confortable. Aller ranger la grand voile et tout ça dans les conditions de mer qu'on a en ce moment, ça je préfère pas. Donc je reste sur notre hypothèse, quand on sera arrivé quelque part par là, on ira faire notre empannage et on passera entre les deux îles. Bon, il vient de se passer quelque chose qui était attendu et espéré depuis un petit moment, mais on ne l'avait pas remarqué. Je vous montre, vous ne verrez pas trop sur la caméra, mais je vous montre quand même. Voilà, là-bas, sur l'horizon, terre, c'est Tobago, l'île de Tobago. Donc sa partie est est tout à fait là-bas, c'est là où on se rapproche. L'ouest est là-bas, on vise le milieu de l'île. Si le temps était un peu dégagé, on pourrait probablement voir Trinidad, mais on a le Gennaker qui l'empêche. Mais Trinidad n'est pas très loin de l'autre côté. Voilà, presque 2 semaines qu'on n'a pas vu la mer. Alors là aussi, vous le remarquez peut-être pas, mais parfois on voit plus la terre parce qu'on est dans le creux de la houle et qu'on a un train de houle qui nous masque la terre. Là, on a ouais, 3 mètres de creux très espacés. Ici c'est impressionnant, même si vous vous en rendez pas compte, moi je vous le dis, voilà, ça y est, on voit plus l'horizon, on voit plus la terre, et hop, ça y est, on remonte. C'est très bizarre comme sensation, il faut l'avoir vécu sur un bateau pour comprendre. Mes amis et ma famille terriens
Même si vous êtes monté sur un bateau de croisière, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ça bouge, mais vous n'êtes jamais assez bas dans le creux pour perdre l'horizon de vue. Ici, ça nous arrive tout le temps. C'est très étonnant. Bon, ça y est, on a fait notre empannage, ça s'est très bien passé. On a réussi la manœuvre du premier coup. C'était très bien. Il s'est passé un phénomène curieux et c'est pas la première fois que ça arrive. Je ne vais pas dire que c'est à chaque fois qu'on change de bord, empannage ou virement, mais presque. On avait 15-18 nœuds de vent avant de faire la manœuvre et là on a 12-13 nœuds après. Ça a été immédiat, instantané. Notre vitesse a baissé de 2 nœuds facilement. Les angles sont les mêmes, hein, d'après le calculateur, d'après le pilote automatique. Cela dit, à 150 degrés, nous avions le vent sur tribord. Genneker était bien réglé. 150 degrés, le point d'écoute n'est pas du tout au même endroit à l'extérieur du bateau, mais pas du tout. Il y a 1 mètre, 1 mètre 50 d'écart, ce qui est considérable. Alors je veux bien que Tiamat soit pas symétrique, il a une coque plus chargée que l'autre. Il n'en demeure pas moins que c'est pas la première fois que je le constate. Quand on fait une manœuvre, on a le vent soit qui diminue très vite, instantanément pendant la manœuvre, soit qui augmente très vite. Il nous est arrivé de faire la manœuvre inverse. On se dit tiens, voilà c'est tranquille, il y a 12 nœuds de vent, on fait un virement. Et pendant qu'on fait le virement, on se retrouve avec 15-18. C'est pas du tout la même histoire. Je continuerai à le noter. Mais je voulais en parler dans cette vidéo. Si quelqu'un a une idée de ce dont il s'agit, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Peut-être un problème de calibrage du pilote automatique. Mais ça nous est arrivé souvent, et trop souvent pour que ce soit des coïncidences. Les coïncidences, je veux bien, mais quand même, pas à chaque fois.